Je vais donner la parole au public, j'ai simplement une remarque. Il me semble aussi qu'il y a peut-être, alors je ne sais pas si c'est une quatrième conception ou si elle est incluse dans la... Il y en a des dizaines peut-être, voilà, qui pourrait consister à dire que ce qui est important, c'est pas forcément de préempter effectivement les préférences ou d'hypothéquer des choix des générations futures, parce qu'évidemment, il est, comme vous l'avez très bien dit, difficile finalement de les anticiper. Par contre, ce qu'il y aurait à maintenir de minimum, enfin de minimal, pardon, ça serait le potentiel évolutif, c'est-à-dire les possibilités de choix, enfin les possibilités de pouvoir choisir, de continuer à pouvoir choisir. Et par rapport à ça, ce dans quoi les générations présentes devraient s'attarder, c'est de lutter contre l'appauvrissement culturel, l'appauvrissement scientifique, l'appauvrissement écologique, c'est-à-dire de lutter finalement contre une standardisation outrancière des existences qui appauvrit les possibilités évolutives et de choix des générations futures. Et il me semble que ça, que ce soit au niveau éducatif, au niveau économique ou au niveau écologique, c'est quelque chose qui me semble une piste intéressante. C'est peut-être ce que Rawls voulait dire, mais j'ai pas l'impression que ce soit exactement ça. Alors peut-être, je sais pas, on va passer la parole au public, puis... Plusieurs questions, répondre ouais, on va faire comme ça. Je vais m'autoriser la première intervention. Ça incite les autres ensuite à prendre le relais, ne serait-ce que pour contredire ce qui a été mal dit au départ. D'abord, un immense merci de votre approche. Nous, à l'Espace Éthique, on nous parle souvent aussi des théories du Caire. Alors, vous avez sollicité tout un ensemble de registres, et notamment comment réserver les conditions d'un monde futur qui soit encore habitable d'un point de vue humain. Et donc, première question, vous avez sollicité plusieurs registres tout à fait féconds, qui vont nous permettre d'avancer, notamment tout ce qui est autour de la justice. Comment vous intégrez la dimension de sollicitude, de care, qui, pour nous, alors tout à l'heure, dans l'introduction, je disais les responsabilités vis-à-vis du monde présent. À l'Espace Éthique, on se sent aussi en charge de responsabilités vis-à-vis de ceux qui ont permis le monde présent, notamment nos anciens, et qui sont souvent dans des situations de vulnérabilité, d'exclusion, de marginalisation, qui interrogent la société présente sur ses capacités de faire une société future. C'est-à-dire les insultes faites à l'humain aujourd'hui dans le contexte politique actuel, même si on nous parle beaucoup d'EHPAD ces jours-ci, sont quand même assez déterminants sur l'idée que les jeunes générations se feront des responsabilités qui leur sont imparties au niveau déjà des personnes en situation de vulnérabilité. Alors la vraie question que je vais me poser, c'est à travers tout le discours qui, soyez rassurés, à travers les états généraux de la bioéthique, on se rend compte qu'il n'a pas autant imprégné les cultures qu'on le pense, en tous les cas qu'il est assez pelliculaire. Je pense au transhumanisme d'une certaine manière. On se pose aussi la question finalement, s'il n'y a plus d'humanité au sens un peu traditionnel et même que certains révoquent qu'on peut s'en faire, qu'en sera-t-il même de la notion de responsabilité ? Et est-ce que même la notion de génération future aura encore une pertinence si on suit aujourd'hui une certaine forme d'idéologie performative qui remet en cause précisément ce que sont les valeurs de notre démocratie, enfin ce qu'on a acquis, ne serait-ce qu'à travers les Lumières et une certaine forme d'humanisme. Voilà, je pose donc une question assez simple. Comment nous permettre aujourd'hui de pouvoir encore penser nos responsabilités vis-à-vis des générations futures ? C'est-à-dire quel type d'approche, en termes conceptuels, vous avez donné des repères. En termes politiques, c'était un peu la même question que je posais d'une manière un peu désabusée et désenchantée tout à l'heure. Est-ce qu'il y a encore des moyens de croire qu'on aura des générations futures fidèles à une certaine forme de transmission de valeurs dont on nous dit aujourd'hui qu'elles sont éculées ? Puis qu'en est-il aussi, je me pose aujourd'hui d'un point de vue politique, les gens au pouvoir n'ont de légitimité que s'ils ont moins de 40 ans. Qu'en sera-t-il déjà des plus de 40 ans dans les générations présentes, alors que leur expertise pourrait être utile à penser les générations futures ? Déjà ces deux remarques, puis ensuite on passera à deux. Merci. Alors merci beaucoup d'avoir amené la question du potentiel évolutif. C'est, je pense, lié à l'idée de laisser les options ouvertes aux générations futures. Est-ce que c'est ça ? Alors j'ai travaillé sur la question parce que je trouvais que c'était un concept très intéressant. Mais alors cette idée d'option soulève toute une série de problèmes extrêmement stimulants philosophiquement, mais perturbants et qui peuvent la rendre difficilement praticable. La question, c'est par exemple, comment on mesure un ensemble d'options ? Est-ce qu'on compte les options ?
Je veux dire, à ce moment-là, est-ce qu'on inclut les options, justement, des options pas forcément très agréables dans l'ensemble d'options? Donc en général, on dit qu'il faut plutôt aller vers quelque chose qui est de l'ordre d'une évaluation plus qualitative des options. Et là, on retombe souvent vers des concepts comme précisément le bien-être, ou en disant finalement le bon ensemble d'options, c'est celui qui augmente les chances de bien-être. On va avoir par exemple ce type de... Ça n'est pas l'approche que je défendrais, mais ça peut être une approche possible. En ce qui me concerne, moi je me suis plutôt intéressée à l'idée d'autonomie et l'idée que le bon ensemble d'options, c'est l'ensemble qui garantit un niveau suffisant d'autonomie. Et notamment, je ne sais pas si vous êtes familier, mais Joseph Raz a beaucoup travaillé sur cette question en disant l'ensemble d'options qui garantit l'autonomie, c'est un ensemble d'options qui est varié. Et un ensemble d'options variées, c'est un ensemble qui permet d'exercer, de développer certaines facultés. Et en cela, il y a des recoupements un petit peu avec l'approche des capacités, mais sauf qu'on part vraiment d'une notion d'autonomie plus que d'une sorte de liste. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça impliquerait au niveau de l'appauvrissement culturel? Clairement, ce type d'approche dirait non, il ne faut pas d'appauvrissement culturel. Par exemple, il faut préserver une diversité de modes de vie. Raz a été utilisé dans ce sens-là, notamment. Et là, ça va au-delà de ce que va dire Rawls. L'approche de Rawls va être plus minimaliste. C'est juste les institutions. Après, si tout le monde se mettait à adopter le même mode de vie, il dirait c'est peut-être dommage, mais ma théorie de la justice ne peut rien dire sur la question. Or que les approches comme celle de Raz vont aller plus loin sur ce type de questions-là. Une autre question c'est oui, peut-être préserver, justement, éviter l'appauvrissement culturel, mais là, encore une fois, ça requiert des ressources, et il y a toujours, comme diraient les économistes, des coûts d'opportunité, c'est-à-dire on évite l'appauvrissement culturel, mais peut-être qu'on aurait pu... donc il y a des fois des arbitrages sur lesquels il faut réfléchir. Alors merci beaucoup également d'avoir évoqué l'éthique du Caire. Alors, je ferai peut-être... alors, une première remarque sur l'éthique du Caire. Il y a eu un dialogue entre Martha Nussbaum et les éthiciennes du Caire, et je pense que la capacité affiliation qu'elle inclut dans sa liste de capacités vient de ce dialogue avec l'éthique du Caire, je crois. Donc, l'idée qu'il faut préserver justement la capacité d'avoir des relations avec les personnes. Et par ailleurs, ça aussi, c'est pas juste quelque chose que l'on doit aux gens comme un bien, mais c'est aussi quelque chose qui entretient par la suite la capacité de se comporter moralement ou de soutenir, en tout cas de soutenir un monde moralement souhaitable. J'aurais peut-être deux remarques sur l'éthique du Caire. Je ne crois pas que c'est une éthique qui se suffit à elle-même. Je pense que c'est plutôt une éthique qui peut venir en complément, qui peut être complémentaire d'une éthique de la justice. Parce que si elle se suffit à elle-même, je ne sais pas si elle peut vraiment nous guider pour tout type de décision, il me semble. Ou alors il faudrait peut-être la développer davantage qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais je crois par ailleurs qu'elle fait droit à des considérations qu'une éthique strictement basée sur la justice a du mal, dont une éthique a du mal à rendre compte. Donc, je serais assez favorable à une approche pluraliste de ce point de vue-là. Il y a peut-être quand même une complexité avec l'éthique du Caire, mais alors ça vient peut-être que j'en ai une compréhension trop étroite. Du fait que j'en ai une compréhension trop étroite, c'est que dans l'éthique du Caire, ce qui est important, c'est qu'il y a une relation avec un être concret, il me semble. Et dans le cas de générations futures qui n'existent pas encore, l'idée de sollicitude ou de soin vis-à-vis de quelqu'un qui n'existe pas encore, il me semble que ça ne mobilise peut-être pas nécessairement les émotions auxquelles l'éthique du Caire va généralement faire appel. Alors il y a peut-être possibilité, je dirais, de la développer dans une direction, ou en tout cas de travailler sur un certain type d'émotions qui n'est pas exactement les émotions qu'on a pour son propre enfant ou pour quelqu'un qui est vulnérable et qui est placé sous notre responsabilité. Mais je crois qu'il y a encore un travail à faire, il me semble, de ce point de vue-là. Voilà. Et sur la question de... Finalement, je pense que vous avez aussi une question sur les obligations vis-à-vis des générations d'avant, en tout cas des anciens. Alors, je l'ai effectivement pas beaucoup évoqué, et là, peut-être aussi, quand vous avez... Ça a peut-être davantage trait à la justice entre groupes d'âge, mais pas seulement. Mais c'est vrai qu'il y a des fois un problème... Si vous réfléchissez aux théories de la justice intergénérationnelle, assez souvent, elles vont penser la distribution des biens sur une vie complète. Et donc, ils vont dire... Ben voilà, vous aviez, dans votre jeunesse, vous avez eu votre lot, j'ai envie de dire, ce à quoi vous aviez droit. Puis maintenant, bon, vous êtes âgé, c'est assez horrible, hein, comme je l'ai décrit, mais vous êtes âgé, vous êtes isolé, on ne s'occupe plus de vous, etc. Mais enfin, sur une vie complète, vous avez eu ce à quoi vous aviez droit. Et ça, c'est quelque chose qu'une approche qui va plutôt penser en termes de groupe d'âge, sur lequel elle va pouvoir dire quelque chose d'autre. En tout cas, faire sens que
même si une personne a eu, je dirais, sa juste part pendant sa vie, le fait qu'elle se retrouve démunie, isolée à la fin de sa vie, ça pose aussi problème. Et ça relèverait plutôt d'une approche en termes de groupe d'âge. Voilà, je ne sais pas si c'est... Enfin, je pose des problèmes. Merci. Merci beaucoup. Alors, du coup, il y a une question ici de Paul Lourd. On va peut-être prendre deux questions. Ouais, vas-y, Paul. Oui. Merci beaucoup pour votre intervention. Ça rejoint un tout petit peu la question d'Emmanuel Hirsch. Votre approche, c'est une approche qui, j'ai l'impression, porte sur la justice distributive, enfin, c'est ce que vous avez dit. Tout à fait. Je sais qu'il existe une approche en termes de justice productive qui considère la façon dont les biens sont produits, le type de relations aussi, et c'est là où ça rejoint la question d'Emmanuel Hirsch, qui sont produits par les sociétés. Et dans cette autre approche qui sort du cadre libéral, puisque il me semble que le libéralisme politique est neutre sur le type de bien qu'on produit ou sur le type de relation qu'il produit, peut-être qu'on en vient à des jugements plus critiques, effectivement, sur les modes de production de nos sociétés. Alors, derrière cette question, il y a aussi la crainte que, finalement, l'approche libérale conduise, finalement, à accommoder le sort des générations futures à des choix de sociétés déjà établis, finalement, à des systèmes de production déjà établis. Voilà. Alors, effectivement, si on a une approche libérale politique comme celle de Rawls, on n'a pas... C'est-à-dire, Rawls a une préoccupation pour la juste répartition de l'effort de production, notamment son principe de justice intergénérationnelle. Je n'ai pas vraiment développé cet aspect-là, mais au moment de la phase d'accumulation, il a aussi une réflexion sur comment on devrait répartir la charge d'accumulation entre les différentes générations. Et il a aussi eu une réflexion, alors ça a un petit peu changé, sur... En fait, il aborde la question de la juste répartition de la charge de production d'une manière un peu bizarre, qui est à travers le concept d'attente légitime. C'est-à-dire, il va dire, par exemple, il va dire c'est correct de ne pas avoir une distribution totalement égalitaire des richesses entre contemporains, parce que certaines personnes qui produisent plus ou qui estiment qu'elles produisent plus ont du coup une attente qui est socialement construite, il le reconnaît, mais qui est là, de recevoir plus parce qu'elles auraient participé davantage. Et lui-même n'en dit pas davantage, ce qui est assez étrange, parce que finalement, ces attentes légitimes, on voit bien qu'elles peuvent varier, ne serait-ce qu'au cours des 40 dernières années, elles ont changé. Mais donc, effectivement, du point de vue de Rawls, ça n'est pas... et de la même manière, effectivement, il n'y a rien, par exemple, sur des relations comme l'exploitation ou ce type de considération. Alors, je ne sais pas si c'est une question qui est spécifiquement un problème pour la justice intergénérationnelle. Je la vois beaucoup pour la justice entre contemporains, et je partage la critique. Je pense qu'il faut dire quelque chose de plus que juste les attentes légitimes. Mais sur la question de la distribution entre générations, ça, j'avoue que je n'ai pas... Enfin, l'idée, par exemple, qu'il y aurait une génération qui puisse exploiter une autre, ou ce type de questions-là, je n'ai pas vraiment de réponse. Merci. En tout cas, il y a quelque chose à développer, probablement. C'est l'idée aussi qu'il y a des choix qui sont tels que les possibilités de s'en défaire pour les générations qui suivent est impossible. Ouais. Je pense notamment impossible ou difficile, en tout cas. Et dans cette difficulté, c'est un type de société qui se met en place pour les résoudre, particulière, qui est aussi une forme de détermination. Je pense au livre ici d'Alain Gras, socio-anthropologue, qui s'appelle « Le choix du feu », qui a très bien montré que ce choix-là est d'une part historiquement daté, documenté, et a complètement influencé toute l'industrie et tout le développement industriel et économique de la fin du 19e, du 20e siècle, et encore aujourd'hui, nous subissons ce choix-là. Et donc, en fait, c'est des choix que font une génération sur des structures économiques, industrielles, on peut penser aussi au nucléaire, par exemple, qui sont telles qu'ils hypothèquent les possibilités de choix des générations futures. Donc, dans ce que je voulais dire, c'était aussi par rapport à une question de philosophie de la technique, c'est-à-dire qui me semble ici importante, c'est que les choix techniques que nous faisons, technico-industriels, peuvent laisser des possibilités aux générations futures de s'en défaire pour bifurquer ou pas.
Et là, c'est le machinisme high-tech versus la multiplication imparfaite des technologies low-tech qui vont certes peut-être être moins performantes à un moment donné sur une opérativité précise, mais qui, à l'échelle intergénérationnelle, va laisser beaucoup plus de choix d'adaptation et de bifurcation. Voilà, ça complète aussi par rapport à la question qu'est-ce qu'on produit. Oui, merci pour cette question. Alors, je crois qu'il y a des fois où c'est juste impossible, c'est-à-dire on ne peut juste pas laisser tout ouvert, inévitablement. Et puis il faut aussi réfléchir à la justice vis-à-vis des générations futures, mais aussi à nos propres possibilités de choix, néanmoins. Donc, néanmoins, je pense qu'il y a des choses, mettons par exemple, il y a comme les banques de semences ou de ce type de choses-là, où on essaye, ou des préservations d'archives, qui vont un petit peu dans ce sens-là, on a envie, mais effectivement, un choix comme le nucléaire, on ne reviendra pas en arrière. Ça, et donc, c'est peut-être aussi intéressant dans le sens, c'est pour la philosophie de la technique, de se dire, on a peut-être tendance à penser que la technologie accroît toujours nos possibilités de choix, mais en fait, pas nécessairement. Il y a aussi des questions intéressantes au niveau du... Si vous prenez un exemple très très simple comme celui du portable, le simple fait qu'une partie de la société choisisse d'avoir un portable fait que le reste de la société est contraint à un moment donné d'avoir un portable parce que pour finir, les tickets de train sont sur le smartphone, on fait ses virements par le e-banking, etc. Donc, il y a même aussi des questions de justice au sein d'une génération et je pense qu'on peut en tout cas viser à vouloir préserver des possibilités de choix et réfléchir à cette question-là. Je propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup encore une fois pour cette intervention.